chante. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est un sculpteur. Il m'a dit que ça chantait. Il est important que ça chante. Qu'est-ce que t'en penses, William? Ouais, c'est vrai. Enfin, j'irai peut-être un petit peu plus loin. C'est important qu'elle parle, qu'elle communique. Et effectivement, elle communique par le son. Donc, oui, ça peut s'assimiler à un chant. Mais ça peut être un chant de plaisir quand elle sonne clair, quand elle chante clair. Ça peut être aussi une plainte. Il faut énormément l'écouter parce que c'est elle qui nous dit si on va trop loin ou si on est bien. Ça donne des limites. Ça donne? Est-ce que ça donne des limites? Ça Ah oui. se dit, ça te dit peut-être, là, tu peux y aller encore un peu jusqu'à un moment de dire, là je pense que c'est ok. Tout à fait, tout à fait. Elle prévient de pas aller plus loin. C'est sûr que... Pour ça, quand elle commence à se plaindre, c'est évident, il faut pas aller plus loin. Sinon, on attrape les limites et là, il faut s'arrêter. Chaque pierre a un son particulier, William. C'est un petit peu dû à la densité de la pierre. Oui, chaque pierre a un son particulier. Et plus la pierre est fine, plus le chant est clair. C'est-à-dire, je comprends pas trop, Plus excusez-moi. le chant est clair. Tu l'entends celle-là, là, elle chante clair. C'est une pierre blanche, c'est une pierre douce, William. Ça, c'est de l'opède. C'est de l'opède, un grain très fin. Oui. Tiens, celle-là, c'est la même. Et celle-là, là, encore. Bon, elle n'a pas tout à fait la même forme, elle ne devrait pas résonner pareil, mais... C'est une pierre d'opède, ça aussi. Ça, non, ça c'est de la Tavel. Tavel, là où il y a du vin. Des grandes comme ça, je regarde. Pour te montrer un autre son. Un autre son d'une pierre qui est une sorte de melasse. Et tu vois qu'on a fait tout près. Je n'aurais pas la bonne pierre. Donc là, elle est nettement plus épaisse. Je crois pas que... Alors, on a quand même une petite idée, tu vois. Ça, c'est un son un peu plus creux. Et c'est une pierre douce, celle-là. Alors ça, c'est... Oh, celle-là, on l'a pas pris beaucoup. Ça doit être de la Castillon du Gard, ça. Hein? Tu entends la différence? Et oui, j'entends le son. Et celle-là qui est un peu plus sourde, elle vient de... Alors ça, c'est une melasse. C'est une... pas une melasse. C'est une pierre à un grain beaucoup plus gros. Et elle a tendance à un grain moins serré, disons. Voilà, pour rester responsable. Ça, c'est un grain beaucoup plus serré. Et le bruit est plus sec encore, tu vois. C'est dommage que je ne l'ai pas aussi fine, là on aurait pu faire une comparaison. Mais déjà, on voit qu'il y a déjà des sons différents dans les pierres. C'est la même. C'est difficile de faire des comparaisons. Il faudrait trouver des pierres. Ça, c'est quoi cette pierre? Alors c'est une rogne. Avec un gros grain aussi. Elle est cassée. C'est pour ça qu'elle là, on sonne, on l'entend. Elle se plaint là, celle-là. C'est la pierre de rogne qui a des petits morceaux de coquillage dedans. Il y a des... Celles-là, ce sont des petits morceaux, mais tu peux y avoir même des gros morceaux. D'accord. Alors c'est dans ce sens-là, suivant la résonance de la pierre, bon, on le sent,
Elle résiste bien ou pas? Là, tu prépares en haut de colonne C'est un chapiteau. un chapiteau. C'est plutôt quel style ça, William? Excuse mes lacunes. Alors, c'est un style un peu bâtard. Hein. Les gens qui me l'ont commandé appellent ça du corinthien. Il y a un petit peu de corinthien, mais c'est peut-être le genre de chapiteau que l'on trouverait plutôt au début Moyen-Âge, roman. Le corinthien, tu as deux rangées de feuilles. Voilà, il y en a qu'une. En plus, le type qui a fondu le chapiteau, enfin l'ensemble, il n'a pas, s'est pas méfié des proportions. Ce qui fait qu'on a un chapiteau qui est beaucoup trop haut par rapport à la largeur, mais la largeur d'ici, c'est parce que le fût est trop large en haut. C'est lui qui t'a fait le dessin, William? C'est lui qui a fait Moi, le j'ai dessin? essayé, oui, j'ai fait le dessin du chapiteau, d'après ce qu'on m'a demandé. C'est une commande. Alors, il y a toute une série comme ça à faire. Il y en a combien de chapiteaux à fabriquer, à faire? Ce sera certainement une petite arcade avec trois colonnes, donc 3 chapiteaux. C'est une petite série. Concernant les outils, Oui. est-ce que tu peux me présenter un peu les outils avec lesquels tu travailles, s'il te plaît? Oui. Là, je suis avec un ciseau, disons, large. J'en ai plusieurs sortes. Ça va de... Bon, je l'ai utilisé, hein. Enfin, ça va c'est le moins large. Parmi ces ciseaux plats, là, qui sont des ciseaux que les... Comment ça s'appelle? Tailleur de pierre? Non, c'est pas tailleur de pierre. Les tailleurs de pierre en ont également, mais ce ne sont pas ceux-là. Ça, c'est les briquetiers qui emploient ça. Les briquetiers. Voilà, ceux qui font qui travaillent la brique ou le petit parpaing en terre, le nom m'échappe. Voilà. Ensuite, j'ai des ciseaux, disons, plus fins et plus longs. Alors ça, ce sont des ciseaux qui sont utilisés par les électriciens. Alors, je ne sais pas tellement ce qu'ils en font. Non. Là, ce sont des ciseaux Langda que l'on trouve à peu près partout. Alors tu remarqueras quand même que tous mes ciseaux sont retaillés de façon à être tranchants. C'est absolument indispensable. Hein. La pierre doit être coupée et non pas écrasée par un engin qui ne soit pas tranchant. Alors ça, c'est un véritable ciseau de tailleur de pierre, de sculpteur. J'en ai quelques-uns. À quoi on le remarque, William? C'est un véritable ciseau de tailleur de pierre. À quoi on le remarque? Bah, il est conçu pour les tailleurs de pierre. En réalité, toi, j'utilise des ciseaux que l'on trouve couramment parce que on les trouve plus facilement. Ceux-là, on les trouve moins facilement. Il faut aller dans des magasins spécialisés. Et en plus, ils coûtent beaucoup plus cher. Ils sont pas une matière particulière? Non, non, non. Ce sont des aciers prévus pour matériaux. Je ne sais pas à quel degré de... Et puis, il y a des outils que l'on fait soi-même. Alors, ça, au départ, je crois que c'est un fleuret où on voit, donc au milieu là, il y a une petite saignée qui sert à passer le fil électrique du fleuret. Alors on le retrouve ici. Ça doit être un sabre, c'est un petit peu triangulaire. Enfin, je ne m'y connais pas trop en escrime. Enfin, ce sont des lames d'escrime. Ça, ce sont donc les mêmes que celui-ci, c'est-à-dire que ce sont des ciseaux d'électricien, bon, retaillés. Alors celui-là, il est un petit peu tordu, celui-là, il a été raccourci. Et puis, bon, ben, là, j'ai toute une panoplie. Ah, il y a aussi donc ceux-là, qui sont ronds, qui sont faits à partir de lime. D'accord. De lime ou de petites queues de ras. Ça, c'est un peu ta spécialité, car même William, de créer des outils. Non, c'est pas ma spécialité. Tout sculpteur qui se respecte crée les outils à sa main. Quand il ne trouve pas un outil dans le commerce, il faut bien
qui se le façonne, sinon il ne peut pas travailler. Hein. Et la masse, William, c'est comment ça s'appelle exactement? Oh, C'est c'est que une, tu tiens dans la même droite. une massette tout à fait standard. Ça, ouais, celle-là un petit peu spéciale, a été fabriquée à partir d'un marteau. C'est pour ça qu'elle n'est pas symétrique. Puis celle-là est tout à fait standard, elle doit faire, je sais pas moi, 700-800 grammes, peut-être 1 kilo. Bon, ça c'est pour le travail fin, l'autre est un peu moins fin quoi. Quand on a besoin de taper un peu plus fort, eh bien on prend un peu plus gros. Et bien entendu, l'angle par rapport à l'utilisation des outils est très important, je suppose, William. L'angle, il y a deux choses qu'il faut voir, c'est donc l'angle du ciseau du tranchant. Hein, comme ce sont des pierres qui ne sont pas trop dures, on a des ciseaux qui sont très aigus, et un tranchant très très fin. Hein, si j'avais affaire à du granit, je ferais un tranchant beaucoup plus obtus, voire même moins tranchant, hein, puisque la résistance n'est pas la même. Et puis il y a l'angle d'attaque, évidemment, sur la pierre, hein, du fait même de l'angle du ciseau, on doit orienter le ciseau de façon à avoir la ligne, la pénétration que l'on veut. Alors là, je veux une pénétration relativement droite, donc mon ciseau, je le penche un petit peu vers l'extérieur de façon à ce qu'il puisse descendre le long de la ligne imaginaire, qui ne sera plus après le passage du ciseau, tu vois. Parce que si je le mets dans l'axe du fait de cette pente là, je vais me retrouver avec une ligne qui va partir, qui va s'éloigner. C'est pour ça que en aviation on parlerait d'incidence de pénétration. Et là, par rapport à la position de ton corps, tu te tiens plutôt rapproché de ta sculpture. C'est un peu comment tu le sens ou tu as des habitudes particulières, William? On attrape des habitudes. On attrape des habitudes, mais le principal c'est d'être à l'aise. Il faut toujours être à l'aise. Si on a trop de contraintes dans le travail, on travaille mal. Donc il faut être à l'aise dans le travail. Et par conséquent, on adapte l'attitude, la position, l'éloignement qui convient le mieux pour que le travail soit facilité. J'en produis. Hein. Oui, tu me dis, William, avec les gravats, où ils vont après ces gravats? Eh bien, dans les chemins. Tout simplement. Il y a plein de chemins, Vernec, donc qui ne sont pas goudronnés, qui vont dans les champs. Bon, à force de rouler dessus, il y a des ornières, ce qu'on appelle, donc il y a des trous d'eau. Et moi, je les remplis. Je remplis les ornières, je remplis les trous d'eau, de façon à ce que, moi, me débarrasser donc de ces gravats. Hein. C'est pas des gravats de construction, c'est que de la pierre. Donc elle va rejoindre les chemins qui sont des chemins de terre, de pierre. Donc c'est très écologique. C'est une pierre qui vient essentiellement de Vernègue? Ah non. Il n'y en a aucune qui vient de Vernègue. Il y a de la pierre à Vernègue, c'est pas ce qui manque. Mais elle n'est pas assez jolie. La couture n'est pas assez belle pour pouvoir la tailler. Elle a été utilisée au début du siècle, après le tremblement de terre, entre autres, pour construire pratiquement toutes les maisons qui sont dans le village bas. Hein. C'est 909? Oui, oui, un petit peu après 1909, le temps de revivre un petit peu et d'avoir déblayé, puisque la plupart des habitants sont allés habiter, après le tremblement de terre, dans des camps de toile, à Alain surtout. Il y en a quelques-uns qui sont allés habiter ailleurs. Entre autres, ma mère était descendue avec ses parents à Félistane. Et ils ont vécu plusieurs années à Félistane.
Il y avait suffisamment d'eau ici, le tremblement de terre, est-ce qu'il a, il a laissé un peu d'eau? Ça je sais pas, William. Eh bien, avant le tremblement de terre, les gens allaient chercher l'eau chaude à une source qui se trouvait en dessous du village. C'est pour ça que le village n'a pas été reconstruit à son emplacement. On s'est dit, puisque la source est en dessous, on va construire le village, le nouveau village, en dessous de la source. Comme ça, les maisons seront alimentées par la gravitation, quoi. Alors là, je cherche mes outils, tu vois, parce que j'en ai un peu partout. On construit le village, donc ça a été mis en adjudication, ça existait déjà à l'époque. Et les maçons, tous les maçons de la région se sont battus pour avoir les marchés. Alors ils ont fait des devis le plus bas possible, comme ce qui se passe toujours dans ces cas-là, pour avoir ce marché. Sauf quand il y a des ententes, mais enfin apparemment il n'y avait peut-être pas d'entente à l'époque. Il y avait du travail pour beaucoup de gens. Mais ils ont fait les devis tellement bas que lors de la construction, ils ont été obligés de tirer sur les matériaux, ce qui fait que sur les toits par exemple, il manque une rangée de tuiles par là, une rangée de tuiles par-ci. Les murs sont construits avec du safre qu'ils allaient chercher un petit peu au-dessus, parce que ça coûtait moins cher que de le faire venir. Il faut bien voir, en 1911-12, quand ça a été construit, le sable venait dans des chariots tirés par des animaux. Ça n'a rien à voir avec le transport actuel, hein. Donc ça coûtait cher, alors pour abaisser le prix, ils sont allés chercher. Et les murs sont sont solides par rapport à ce qu'on fait maintenant, évidemment. Ils sont épais et ça pourrait être considéré comme le bon marché de l'époque. Alors après avoir tiré sur tous les matériaux, ils ont tous fait faillite parce qu'ils n'ont pas pu rembourser. Même en faisant ça, les constructions sont revenues plus chères que ce qu'ils avaient prévu au départ. Mais quand même, c'est resté relativement solide, c'est resté la pierre qu'ils ont utilisée, restée jusqu'à un peu comme une aujourd'hui. construction, quelle qu'elle soit, hein, une construction est solide à condition que tu l'entretiennes. Hein. C'est ça qui fait la différence. On te construit des maisons maintenant qui sont des maisons consommables. Hein, les gens croient acheter pour une bouchée de pain une maison intéressante et puis finalement ils se retrouvent devant une maison qui normalement est prévue pour 40 ans. Voilà. Bon, c'est du consommable. Mais suivant la personne qui habite cette maison, suivant la personne qui habite cette maison, suivant l'entretien qu'elle lui apporte, elle peut durer jusqu'à 50-60 ans. Si c'est pas entretenu, bon, elle peut faire moins. Imagine une sphère creuse. Au milieu de la sphère, la sphère est ouverte devant, de façon à voir l'intérieur. Hein. À l'intérieur, tu as le motif qui est là, que je suis en train de refaire, qui est à l'endroit ou à l'envers, je sais plus, voilà, il est à l'endroit. Ça, c'est le motif intérieur. Voilà. Où l'on voit des engrenages avec un homme qui est pris dans l'engrenage de la vie, hein, avec les anges qui soufflent le vent de l'amitié, de la fortune, etc. Et puis des racines, l'arbre, ses racines. Et puis, bon, on ne voit pas très bien ici parce que c'est pas encore fait, tu as deux chiens. Oui, qui sont l'amitié, la fidélité, etc. Et puis, il y a un morceau qui vient un petit peu devant, disons, pour terminer la sphère, enfin la sphère crevée. Et toute cette sphère, en réalité, c'est le globe terrestre. Et ça servira pour mettre où, William? C'est la tombe de mon père. Il attend déjà depuis plusieurs années.
qu'elle a basculé. Et la terre est tombée dans l'abîme. Alors ça s'est pas passé le 11 août quand même. Hein. C'est bien de comprendre, William, t'as mis combien de temps pour faire ton travail? Oh, il y avait un an de travail là, mais comme je le faisais pour moi, je le faisais entre deux travaux commandés. Donc c'est très difficile de dire combien de temps j'ai mis. Il y avait plus d'un an que j'étais dessus. Sinon, cette belle statue de femme. Alors ça, c'est une statue que je promène quand je fais des démonstrations. Enfin, elle a commencé comme ça, et puis pour l'instant, elle continue aussi comme ça, parce que j'ai jamais eu le temps de travailler ici. Tu as utilisé un modèle, William? Est-ce que tu as utilisé un modèle? Tu t'es inspiré d'une source particulière? Non plus. Je me fais plaisir en essayant peut-être de dessiner la famille. Et ces jolis dauphins, ce sont des dauphins? Ce sont des dauphins. Ce sont des dauphins qui sont prévus pour une fontaine. D'ailleurs, tu en as un morceau derrière toi, il y a le bassin qui est là-bas. Tu as d'autres pierres, toi, qui sont ici, qui sont une partie de la margelle, tu en as une partie derrière toi. D'accord. Il y a encore des pierres qui doivent venir. Alors ça, c'est une fontaine qui doit être mise en place dans un mois à peu près. Et l'eau de la fontaine va couler où ça? Devant l'école maternelle de Kazan, Ah, d'accord. à Vernègue. Là, c'est donc ces morceaux, ce sont les parties du bassin. Alors ça, oui, c'est la margelle, donc, parce qu'il y a deux bassins. Alors à deux bassins, elle sera installée sur une dénivellation. Alors tu as un bassin en hauteur et puis un bassin en bas. Alors sur le bassin du haut qui sera pratiquement rond, sauf la partie donc, qui déversera sur le bassin du bas, tu as le centre du bassin qui est là, hein, Oui. avec une vasque. La vasque, c'est toi qui l'as faite aussi. La vasque qui est là. Elle a en quoi cette vasque? C'est la même pierre que je suis en train de travailler là, c'est la pierre d'Opel. Et dessus tu as le petit artichaut qui est dans le fond là-bas. Alors de l'artichaut tu vas avoir de l'eau qui va jaillir, qui va tomber donc dans la grande vasque, et ensuite qui va s'écouler dans le bassin dont la margelle sera cela. Et de chaque côté, sur les bords de ce carré, ici, là, dans chaque coin, tu as un dauphin. D'accord. Un dauphin qui va cracher aussi de l'eau. C'est combien de dauphins en tout, William? Ça fait 4, il y en a 3 là, puis un là-bas. D'accord, oui. Et toute cette eau donc, tombera dans ce bassin qui sera pratiquement circulaire, donc, rond. Et il sera ouvert. C'est-à-dire que la margelle à un moment sera plus basse et l'eau se déversera en 3 cascades dans un bassin qui sera 50 cm, 60 cm plus bas. Enfin, avec les dénivellations, ça fera à peu près 1 mètre de cascade en 3 fois. 3 petites C'est une cascades. merveille. Alors le bassin là, sera plus allongé, il sera en grosso modo en forme d'un rectangle. D'environ 3 mètres de large sur 4 mètres 50 de longueur. La culture du corps, que l'on pratique aussi en sculpture, hein, puisque tu parlais de cette dame. Oui. Il peut commencer là.
Non, qu'est-ce qui m'a vraiment... je sais, je sais pas exactement ce qui m'a apporté. Peut-être tout simplement l'envie de continuer. Peut-être se sentir bien dans un endroit, se sentir bien. Ah bah ça, à partir du moment où tu fais ce que tu as envie de faire, où tu fais quelque chose qui te plaît, obligatoirement tu es bien, quelle que soit la chose. Ça, c'est une évidence. Voilà, je regarde beaucoup ce que j'ai fait parce que comme il y a une symétrie sur les quatre faces, vaut mieux que cette symétrie soit suffisamment respectée pour que l'œil ne soit pas inquiet, que l'œil soit content, disons, de ce qu'il voit. On parle toujours avoir un œil, un bon œil. Est-ce qu'il y a dans les yeux un œil qui est plus spécialisé que l'autre? Alors là, j'en sais rien. Regarde, par exemple, l'aspect un peu militaire, entre guillemets. Quand on apprend à tirer au fusil, par exemple, Oui. on a un œil viseur. Dans Oui. ta sculpture, par rapport à l'emplacement des outils dans tes mains, est-ce que tu as un œil avec lequel tu vois un peu plus juste? Bah écoute, j'en sais rien, mais je pense qu'il vaut mieux quand même avoir ces deux yeux parce que le relief, si on a une notion de relief, c'est parce qu'on a deux yeux. Hein. C'est tout à fait juste. Or, quand tu es dans la sculpture, par rapport au dessin, justement, tu travailles dans le relief, tu travailles dans les trois dimensions. Donc, alors, est-ce qu'il y en a un qui voit mieux, qui apprécie mieux? Alors là, Cette structure, William, avec la chaîne en pierre, qu'est-ce que c'est exactement, s'il te plaît? Et à quelle occasion tu l'as faite? c'est un ensemble de deux motifs, dont l'un est terminé, puis l'autre est toujours en cours. Alors celui-là, il s'appelle Union libre. Où on peut voir que deux anneaux sont séparés, donc ont une certaine liberté entre eux, mais que finalement ils sont enchaînés par cette chaîne-là. Donc j'ai voulu montrer par là que finalement la liberté dans l'union n'existait pas, et que tu étais toujours d'une certaine façon enchaîné à quelque chose. Alors que dans l'autre motif qui va avec, qui s'appelle l'union sacrée, on a toujours ces deux alliances, mais ces deux alliances qui sont libres dans le cadre, enfin, disons, ces deux cercles qui sont libres dans le cadre de deux alliances. Ça représente une union. C'est l'union de deux individus. Donc, Ils peuvent peut-être évoluer chacun d'une certaine façon, mais tout en restant reliés à l'autre, en ayant suffisamment d'attache à l'autre, tout en ayant soi-même un peu de liberté pour soi. eh bien, ce que j'ai voulu dire dans l'union libre, malgré le mot de libre, c'est que t'es pas libre, parce que justement t'es enchaîné à une forme de parole et
Et comme il n'y a pas de... Officiellement, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais comme il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, tu n'es pas aussi libre que cela. Et que tout peut prêter, tout ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, peut prêter à confusion. Alors que dans une union sacrée, telle qui est reconnue par, ne serait-ce que par tes amis, par ceux qui t'ont accompagné, justement pour accomplir cette union, dans la mesure où justement tu as le témoignage, ou les témoignages de tous ceux qui sont autour de toi, les choses sont beaucoup plus simples. Enfin, c'est ce que je pense. Et tu n'as pas besoin de te cacher ou de... Dernière question, William. Oui. Concernant ton rythme à toi, par rapport à ton travail, ton rythme personnel, pour être un sculpteur, un bon sculpteur, il faut être mieux plutôt tranquille, il vaut mieux être bien dans sa peau, être en harmonie peut-être avec la nature, je sais pas. C'est le problème des artistes. Il y en a qui ont été géniaux parce qu'ils se droguaient, parce qu'ils vivaient une vie d'enfer, parce qu'ils étaient malades. C'est très individuel, ça. Chacun voit ce qu'il fait, suivant la vie. On cherche un peu. La vie, on se la fait un peu soi-même. Hein. T'as des mecs qui se sont drogués, donc on les a pas drogués pour... Je parle pas des gens actuels, hein, je parle même des gens de la fin du siècle dernier ou début de ce siècle-ci. Hein, que l'on reconnaît comme étant des artistes géniaux, donc qui n'étaient pas sains de corps, et peut-être pas sain non plus d'esprit, je sais pas. Moi je pensais plutôt à un rythme. Est-ce que dans ton travail, William, tu arrives à te ressourcer, à te retrouver, ou c'est quelque chose non, je pense pas, c'est pas une bonne question. Je pense que la question qui serait plus juste de te poser, William, c'est est-ce que tu arrives à te retrouver dans ton travail, à te ressourcer, à faire un endroit où tu es bien? Non, pas spécialement.